Bonjour à tous. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte 7e Académie, dimensionnement en fatigue de composants et structures, post-traitement de résultats éléments finis. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler dimensionnement en fatigue de composants et structures, post-traitement de résultats éléments finis. Les outils de simulation font partie intégrante des démarches proactives de conception-investigation, tant au niveau des produits que des process. Les essais, normalisés ou non, restent une étape de validation capitale dans le processus de mise sur le marché des produits. Maîtriser le couplage essai-simulation devient crucial pour répondre aux enjeux de coût, de qualité et de délai. Découvrez les prérequis en modélisation éléments finis dans l'objectif d'un calcul en fatigue. La présentation abordera également le panorama des méthodes de calcul de durée de vie des pièces. Cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par M. Mohamed Benabache, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Benabache, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, merci de vous joindre à nous pour cette web découverte. Donc, effectivement, comme cela a été présenté, il s'agit d'une découverte de tout ce qui concerne le dimensionnement en fatigue de composants et structures. Et nous allons faire un focus un peu plus particulier sur le post-traitement de résultats éléments finis pour derrière faire du calcul de durée de vie de composants et structures. Donc, j'ai été présenté, je suis Mohamed Benabache et aujourd'hui, je suis au CETIM dans le pôle simulation en tant qu'expert référent fatigue. Donc, on va beaucoup parler de simulation et d'essai. Donc, effectivement, ça a été introduit. La simulation, c'est un élément clé de l'industrie 4.0 ou usine du futur et elle fait partie intégrante de toutes les démarches de conception et d'investigation. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui va illustrer quelques utilisations possibles de techniques et d'outils de simulation qui peuvent peut-être correspondre à certains de vos besoins et sur lesquels le CETIM est en mesure de vous accompagner. Alors, quand on parle de simulation, les enjeux sont multiples. Les entreprises doivent faire face à un environnement concurrentiel et pour cela, elles doivent adopter ou développer des solutions à forte valeur ajoutée. C'est ce que permet notamment la simulation. En outre, elle va aussi permettre d'accélérer et de fiabiliser la conception, d'ouvrir le champ de l'innovation et de gagner en expertise tout en réduisant les coûts de prototypage. Alors, simulation et essai sont liés. Quand on va parler essai, aujourd'hui, effectivement, les essais constituent une étape de validation qui est capitale dans le processus de développement des produits. Elle est incontournable. Et les essais vont aussi permettre d'apporter des données qui sont indispensables pour les modèles de simulation, notamment tout ce qui va être loi de comportement des matériaux. Les essais vont aussi nous permettre des corrélations qui vont permettre d'affiner les modèles numériques pour qu'ils correspondent à la réalité physique. Donc là encore, la présentation que je vous fais aujourd'hui va vous donner un aperçu de quelques essais qui sont possibles et l'accompagnement que peut vous proposer le CETIM, aussi bien sur ces plateformes propres que sur les vôtres. Alors, les points clés que nous allons aborder dans cette présentation, on peut les résumer en 4. Globalement, on va commencer par introduire la démarche globale de durabilité. Ensuite, nous donnerons quelques notions de base sur le phénomène de fatigue. Il est bien évident qu'en un peu plus d'une heure, on ne va pas aborder de manière détaillée les problématiques, mais au moins donner quelques informations de base qui vont servir de fil conducteur pour la compréhension du propos. Ensuite, on fera un focus sur le post-traitement fatigue de résultats éléments finis. Donc, on montrera effectivement quels sont les prérequis qu'il faut adopter lorsqu'on fait un modèle élément fini pour ensuite faire un traitement en fatigue.
et nous finirons par quelques exemples d'applications. Alors, si on parle de démarche globale de durabilité, généralement, cette démarche, elle repose sur une forte synergie entre mesure, essai et calcul. Alors, effectivement, comme le montre ce slide, il y a deux routes possibles. La première, la route la plus, je dirais, classique, traditionnelle, c'est la route expérimentale. Donc, la voie de gauche, où effectivement, je vais partir des mesures des chargements sur un équipement ou une structure. Je vais ensuite analyser ces chargements pour en définir une spécification d'essai, spécification qui peut être accélérée, qui peut être simplifiée. Nous verrons quelques exemples par la suite. Et cette spécification, je vais la rejouer sur un banc d'essai pour évaluer la durée de vie de mon composant ou ma structure ou valider cette durée de vie. Donc, la spécification se doit d'être représentative autant que faire se peut des sollicitations que doit la structure ou le composant durant sa vie. Je vais donc pouvoir déterminer par cette voie-là une durée de vie physique. Ça, c'est, comme je l'ai dit, la voie traditionnelle, quasi incontournable, qu'on doit la plupart du temps mener dans un cycle de développement. Maintenant, il y a une autre voie possible, et je dirais les deux doivent fonctionner en synergie, c'est la voie virtuelle, où là, je pars d'un concept, donc là, effectivement, je suis sur la route de droite, je fais des calculs éléments finis. Donc, lorsque je vais faire ces calculs éléments finis, je vais utiliser des entrées, certaines entrées qui sont similaires, on va dire, à l'approche physique. Donc, j'ai besoin de connaître les chargements, notamment. Et puis, je vais utiliser aussi des données complémentaires qui sont tout ce qui concerne les lois de comportement matériaux. Donc, à ce niveau-là, je vais avoir besoin de connaître quelles sont les lois de comportement de mes matériaux constituant mes structures ou composants, et aussi bien en statique qu'en fatigue. Donc, une fois que j'aurai fait ces calculs éléments finis, je vais pouvoir faire un calcul de durée de vie avec des outils adaptés et des critères adaptés. Donc, on reparlera un petit peu de cela plus tard. Et je vais ensuite déterminer une durée de vie virtuelle que je vais pouvoir corréler avec ma durée de vie physique. Et tout ce processus-là, on peut l'englober dans des approches fiabilistes qui, in fine, vont permettre d'optimiser les composants et structures. Donc, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, on ne va pas faire que 100% de simulation, on ne va pas faire 100% d'essais, parce que ça serait, si on faisait que des essais pour valider des produits, ça devient très vite très coûteux et très long. Le mix des deux est le bon compromis, et on va faire un certain nombre d'itérations dans le domaine virtuel qui vont nous permettre de nous concentrer sur les essais les plus pertinents et ne faire les essais qu'au juste nécessaire. Donc, c'est ce qu'essaie de présenter justement ce slide. Alors, on parle fatigue, donc on va dire quelques mots pour définir cette notion de fatigue. Alors, la fatigue, c'est un phénomène physique qui a un caractère un peu particulier, c'est qu'effectivement, il peut être brutal, il est difficilement prévisible, et c'est ce qui fait le danger de ces ruptures par fatigue. Alors, on peut trouver toute une panoplie d'exemples dans la littérature de ruptures plus ou moins catastrophiques liées à la fatigue. C'est un problème qui concerne tous les secteurs d'activité, tous les types de produits pratiquement. Alors, je vous ai mis juste quelques petits exemples, notamment la catastrophe ferroviaire de Meudon en 1842, où un train de retour de Versailles vers Paris a connu une rupture d'essieu qui a provoqué un déraillement, et puis par la suite, on va dire, des dizaines de morts dans cet accident. Il y a l'exemple qui est présenté ici des Liberty Ships, ces cargos construits à la va-vite durant la Seconde Guerre mondiale. Donc des milliers de cargos construits en des temps records qui finalement, pour des dizaines d'entre eux, présentaient des défauts très très sévères qui ont conduit à des ruptures pratiquement complètes au niveau des soudures, comme on peut le voir sur cet exemple. Et puis un exemple tiré de l'aéronautique qui est le cas de l'Aloha Airlines
en 1988, où un Boeing 737 a perdu 35 mètres carrés de fuselage en vol suite à une décompression explosive et a dû atterrir en urgence. Alors, bien heureusement, il y a eu une majorité de blessés et uniquement une seule victime à déplorer malheureusement, mais voilà, c'est des exemples qui souvent se traduisent par des ruptures catastrophiques derrière avec des coûts humains et financiers qui peuvent être importants. Donc on a l'habitude de dire que 80 à 90% des ruptures de structures en service sont dues à la fatigue. Alors, il faut savoir qu'effectivement aujourd'hui on a acquis, on a capitalisé suffisamment de savoir et de connaissances pour réduire un grand nombre de ces ruptures, même si aujourd'hui on ne peut pas les annihiler parce qu'il existe encore des problématiques qui sont difficiles à résoudre, des matériaux sur lesquels on n'a pas encore suffisamment de recul. Donc on ne peut pas voir zéro fatigue, mais on peut la réduire de manière. Alors d'un point de vue physique, si on devait définir ce terme, donc il s'agit d'un processus d'endommagement qui va se produire sous l'action de contraintes ou déformations cycliques. Donc il faut effectivement qu'il y ait des cycles de variation dans le temps de la contrainte ou de la déformation pour produire localement un endommagement et entraîner la fissuration et la rupture de la pièce. Donc cette notion de cycle, elle est importante. On va y revenir tout au fur de cette présentation. Alors le phénomène de fatigue, si on l'introduit à différentes échelles, on peut dire qu'effectivement à l'échelle microscopique, on va être sur ce qu'on appelle le stade 1, où on va amorcer des micro-fissures. Donc là, on se situe à l'échelle de grains ou de quelques grains de matériaux. Ensuite, ces micro-fissures vont coalescer ou se propager pour former une macro-fissure. Donc là, on va passer à une échelle macroscopique, c'est le stade 2. Et puis, enfin, quand cette fissure macroscopique va atteindre un niveau critique, on va avoir la ruine, la rupture, là, à l'échelle du composant ou de la structure. Quelques éléments de terminologie. En fatigue, on va distinguer, on va dire, principalement deux cas de figure. Soit j'ai des composants et structures qui ne présentent pas de défauts préexistants, et dans ce cas-là, on va avoir deux approches possibles en fonction de la problématique. Si je suis dans des sollicitations qui sont faibles et que je traite de problématiques à grand nombre de cycles, on va parler de fatigue à grand nombre de cycles dans laquelle, effectivement, je suis plutôt en élasticité globale et on parle souvent de HCF ou High Cycle Fatigue pour le terme anglo-saxon. Donc là, on va être sur des problématiques qu'on va traiter la plupart du temps par des approches en contrainte. Lorsqu'on va avoir des cas où la rupture se produit assez rapidement avec un faible nombre de cycles, donc là on est sur le Low Cycle Fatigue, LCF, là effectivement on va être sur des problématiques où la plasticité se produit, plasticité qui peut être confinée ou globale, c'est ce qu'on appelle la fatigue oligocyclique. Et là, ce type de problème, on va le traiter plutôt avec des approches en déformation qui vont permettre d'intégrer le caractère plasticité qui peut se produire dans ces cas de figure. Et puis, il y a le cas où j'ai des défauts préexistants qui sont déjà dans le composant ou la structure. Donc, soit j'ai déjà une fissure qui s'est amorcée, soit j'ai des défauts de fonderie, soit j'ai des défauts qui peuvent être dans des soudures, par exemple. Et là, je vais être plutôt en durée de vie résiduelle, où je vais calculer une durée de propagation d'une fissure à partir d'un défaut existant. Donc là, on va être sur la mécanique linéaire de la rupture. C'est un autre volet de l'aspect fatigue. Alors, pour toute analyse en fatigue, il va falloir passer par un certain nombre d'étapes.
l'intérêt de ce schéma ici, c'est de montrer où se situe l'analyse emphatique par rapport, on va dire, à un nombre d'étapes en amont qu'il va falloir accomplir avant de pouvoir faire cette analyse de manière pertinente. Alors, comme on l'a présenté dans le processus de durabilité, j'ai besoin de connaître les chargements. Donc, les chargements, on va parler plutôt de profil de mission ou profil de vie. Donc, on va revenir sur cette définition juste un petit peu après. Donc, il va s'agir de définir quels sont les événements ou les sollicitations que va avoir ma structure durant sa vie. Ensuite, ces chargements, comme je vais les combiner avec une géométrie, elles vont générer un état de contrainte. Et la troisième entrée majeure, je vais avoir comme information importante les chargements, la géométrie. La troisième entrée majeure, c'est les matériaux. Et là, je peux inclure aussi tout ce qui va être phénomène de process ou procédé. Alors, il y a différentes manières de les prendre en compte, mais souvent, il y a une prise en compte qui se fait au travers des lois de comportement matériaux, puisqu'effectivement, ces procédés vont influer sur la réponse du matériau en termes de comportement. Donc, ces entrées-là vont jouer sur l'analyse des contraintes que je peux faire de différentes manières, soit à partir de formulations analytiques, soit sur la base de mesures. On va disposer par exemple des jauges de déformation, soit à partir de calcul d'éléments finis, qui est plutôt notre propos ici. Et cette analyse des contraintes, je vais ensuite la transférer vers l'analyse en fatigue. Alors, en termes d'analyse en fatigue, on va pouvoir faire beaucoup d'approches différentes en fonction des problématiques. On a des approches qui vont être dédiées à la fatigue uniaxiale à grand nombre de cycles, ou à la fatigue uniaxiale à faible nombre de cycles, ou à la propagation de fissures, ou des techniques qui vont être plutôt dédiées lorsque je vais avoir des sollicitations complexes qui induisent un état de contrainte multiaxiale. On va avoir aussi des techniques dédiées à tout ce qui est assemblage, les assemblages lissés, les assemblages soudés, des techniques particulières pour le cas notamment de la fatigue vibratoire, et puis la prise en compte des environnements, tout ce qui va être le fameux mécanisme. Pour, je dirais, les métaux, il y a un panel aujourd'hui de méthodes très larges qui sont utilisables en fonction de la problématique. Mais comme vous le voyez là, la fatigue arrive quand même, je dirais, comme pratiquement quatrième étape, et toutes les variabilités qu'on va avoir sur les étapes précédentes, les variabilités que je vais avoir sur les chargements, les variabilités que je vais avoir sur les géométries, les variabilités que je peux avoir sur tout ce qui concerne les matériaux, les lois matériaux, la précision que je vais avoir dans mon calcul de contraintes ou déformations, tout ça va influer sur la précision de mon analyse emphatique. Et c'est pour ça qu'effectivement, on dit qu'il est très important d'évaluer bien sûr une durée de vie, mais il est tout aussi important d'évaluer la distribution que peut avoir cette durée de vie, grosso modo, être capable de savoir quelle est la fourchette que je peux avoir en fonction de la précision de mes différentes entrées. Et ce qui est intéressant avec les outils numériques, c'est qu'ils vont pouvoir permettre de faire ces analyses de sensibilité en prenant en compte cette variabilité et de faire ça de manière itérative dans le domaine virtuel sans avoir à passer à chaque fois par l'aspect expérimental. Alors, quand on parle de post-traitement fatigue, de calcul d'éléments finis, effectivement, aujourd'hui, quand on fait un calcul d'éléments finis, bon, bah, on a une géométrie, on fait un maillage, on spécifie les conditions limites, des chargements, là, on calcule des contraintes, des déformations, des déplacements, etc. Donc ça, c'est, je dirais, le quotidien du calculateur qui utilise des outils éléments finis. Il faut savoir qu'effectivement, après, on peut utiliser ces résultats directement dans un solveur de fatigue, au même titre qu'on a des solveurs qui permettent de calcul de contraintes. On a des solveurs aujourd'hui disponibles dans le commerce qui permettent de faire un calcul de fatigue. Alors,
Ils vont récupérer les tenseurs de contrainte et de déformation qui ont été calculés préalablement. Et puis, dans ces solveurs de fatigue, il va falloir définir le type d'analyse que l'on souhaite faire, combiner les cas de charge qui ont été appliqués au niveau élément fini avec des historiques pour rendre ces chargements cycliques, puisqu'on a besoin effectivement de cycles de contraintes ou de déformation. On va avoir besoin de définir les lois matériaux. Et une fois qu'on aura fait effectivement ce modèle-là, on va pouvoir cartographier des dommages, des durées de vie, au même titre qu'on cartographie des contraintes de type Von-Mises. Quelques questions quand même à intégrer et à se poser à ce niveau-là. Effectivement, il va falloir déjà imaginer quels sont les objectifs de cette analyse. Est-ce qu'on peut juste comparer des conceptions dans un objectif de tenue en pratique? Auquel cas, quand on est sur du comparatif, je compare un concept A avec un concept B, un concept C, etc., je peux avoir certaines données qui ne sont pas forcément super précises. Si je ne connais pas, par exemple, mes lois matériaux-pratiques de manière précise, puisque je fais du comparatif de dommages relatifs, en quelque sorte, ça passe. Par contre, si je suis dans une optique où je dois prédire, évaluer la durée de vie du produit, là, je dois avoir des données précises en termes de comportement. Et cette évaluation, je dois savoir, est-ce que je la fais en cours de développement, où je vais travailler sur un profil de vie sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, ou est-ce que je la fais en service, c'est-à-dire que le produit, il a déjà un vécu, il a déjà un historique qu'il va falloir que j'intègre dans mon analyse. Ensuite, on peut se poser des questions sur les critères qui vont être utilisés pour apprécier cette tenue en pratique. Est-ce que je vais faire un calcul de facteurs de sécurité? Donc, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de me situer par rapport à un seuil ou à une contrainte limite admissible. Est-ce que je souhaite calculer une durée de vie? Et auquel cas, est-ce que c'est une durée de vie pour amorcer une fissure? Ou est-ce que c'est une durée de vie totale? Ou est-ce que c'est une durée de vie résiduelle, c'est-à-dire avec un vécu, avec probablement aussi une fissure qui peut exister? Donc, toutes ces questions-là vont permettre derrière de faire les bons choix en termes de critères. Et puis, quelle partie de la structure doit être modélisée? Donc, effectivement, je peux m'intéresser à telle ou telle partie d'un modèle qui peut être complexe, sachant que la fatigue va être une problématique locale, comme on va le préciser un peu plus après. Alors, bien sûr, les conditions limites et les chargements, cela va de soi que c'est des questions importantes à se poser. Les paramètres qui influent sur les réponses, est-ce qu'il y a par exemple des phénomènes environnementaux, de la température, des vibrations qui peuvent venir influer sur le type d'analyse que je vais faire et sur les réponses de mes structures. Et puis une question qui n'est pas inintéressante, c'est savoir est-ce qu'il y a des résultats qui sont disponibles, soit issus de concepts similaires, soit issus d'un rétex, effectivement, qu'on a pu avoir sur ces concepts similaires, ou des éléments de corrélation qui proviendraient d'essais qui permettraient d'affiner les modèles. Donc, quelques questions comme ça en vrac importantes. Le mot d'ordre, quand on fait de la modélisation élément fini, a des objectifs d'analyse en fatigue, c'est l'anticipation. Il faut penser fatigue lors de la modélisation élément fini. C'est-à-dire qu'il va y avoir certains points sur lesquels il faut être vigilant parce qu'ils vont être cruciaux pour la précision de l'analyse en fatigue. Alors on peut se poser des questions sur le type de maillage, est-ce que je dois avoir des éléments quadratiques, linéaires, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fatigue, c'est un phénomène local, et plus vous allez avoir de précision sur les contraintes que vous allez calculer, plus vous aurez de précision sur les durées de vie. Je dirais, la relation, on va en parler, c'est des lois de puissance qui existent entre la contrainte et la durée de vie. Donc, une petite erreur sur la contrainte peut induire une grande erreur sur la durée de vie. Alors, bien sûr, quand on fait des maillages, on se pose la question de savoir quel est le meilleur compromis en calcul précision.
éléments quadratiques, effectivement, permettent d'avoir plus de précision, mais avec des temps de calcul plus longs. Des éléments linéaires vont permettre des temps de calcul moins longs, mais avec moins de précision. Après, il peut y avoir des compromis où je peux utiliser des éléments linéaires, mais avec un raffinement suffisant pour avoir une précision correcte pour mon calcul. Le maillage de peau, quand cela est possible, effectivement, il faut savoir que la fatigue est un problème de surface. Alors, ça se passe en surface pour différentes raisons, parce que la surface interagit avec l'environnement, parce qu'en surface, j'ai toutes les problématiques d'usinage, de rugosité, de traitement qui peuvent être spécifiques ou de parachèvement. Parce qu'en surface, je vais aussi avoir la plupart du temps des contraintes maximales. Je suis sur des contraintes type flexion ou torsion. Donc, c'est toujours important de s'intéresser à ce qui se passe en surface et quand c'est possible d'avoir un maillage peau qui permet de ne traiter que la surface. Ça a deux bénéfices. D'une part, ça permet d'avoir des contraintes précises dans les zones d'intérêt pour la partie fatigue et ça permet aussi d'alléger le post-traitement fatigue puisque on ne peut post-traiter en fatigue que cette partie surface sans avoir à traiter l'ensemble du modèle. Alors, autre point très important, c'est la définition de groupe de post-traitement. Effectivement, quand on fait un calcul élément fini sur un composant, une structure en acier, bon, si c'est un calcul simple, élastique, ben je sais que c'est un acier, il est défini, j'ai un module Young, j'ai un coefficient de Poisson. Éventuellement, je peux avoir une information sur une limite élastique ou une résistance à rupture pour avoir, on va dire, une référence en termes de contraintes. Mais je peux avoir plusieurs nuances qui vont avoir le même module Young, le même coefficient de Poisson. Et je peux faire un calcul comme ça. Mais par contre, derrière, si je dois faire un calcul de fatigue, différentes nuances d'acier vont avoir différentes lois de comportement en fatigue. Donc, pour pouvoir derrière intégrer, indiquer les bonnes lois pour chaque nuance, il faut que je les prédéfinis au niveau de mon modèle. Donc là, il y a une réflexion à mener sur effectivement les groupes de post-traitement que je vais avoir à utiliser pour faire un calcul pertinent en fatigue. Les résultats aux éléments où on ne... Je dis, ce qui est important, c'est d'avoir des résultats précis en surface. Les résultats aux éléments, quand je fais du calcul élément fini, c'est des résultats qui sont au point de Gauss. Alors, ces points sont souvent à l'intérieur de l'élément, donc pas forcément en surface. Et les résultats en nœud sont des valeurs extrapolées de ces calculs au point de Gauss au nœud. C'est pour ça qu'on revient à l'idée du maillage peau est une bonne idée. Sinon, il faut, si on veut des résultats aux éléments, il faut avoir un maillage suffisamment fin pour limiter l'écart qu'il peut y avoir effectivement sur les résultats par rapport à les valeurs surfaciques. On exporte uniquement les résultats dans les zones d'intérêt. Là aussi, quand on veut post-traiter en fatigue une partie d'un ensemble, on peut exporter que les résultats pour cette partie-là, demander les sorties que pour cette partie-là, exporter que les résultats pour cette partie-là pour limiter les temps calcul. Et puis enfin, toujours penser à faire des corrélations avec les résultats d'essai quand ceux-ci sont disponibles. Ça permet d'affiner les modèles aussi bien au niveau calcul élément fini qu'au niveau fatigue. Alors, comme je l'ai dit en tout début, l'analyse en fatigue est très sensible à la précision des résultats de calcul élément fini. Je me répète, on a des lois puissances entre les contraintes et les nombres de cycles à rupture. Et grosso modo, sur un acier standard, 10% d'erreur sur la contrainte, c'est un facteur 2 sur la durée. Donc, c'est important d'essayer de limiter justement ces erreurs. Alors, maîtriser les sources d'incertitude ou de variabilité. Donc, les incertitudes sur les chargements, le profil de mission, on va en parler, on va définir ce que c'est. Maîtriser les conditions limites, connaître les lois de comportement, être vigilant sur le maillage, tout ce qui va être discontinuité, singularité. Alors, bien sûr, la fatigue est un phénomène local qui va la plupart du temps se produire dans des zones de concentration de contraintes. Donc, il faut que mon modèle soit fidèle par rapport à la réalité sur ces aspects discontinuité.
Après, bien sûr, il faut aussi que je sois conscient du fait que lorsque je vais avoir des singularités, à proximité, par exemple, de ma condition limite, je peux avoir des contraintes qui sont surévaluées du fait justement des singularités. Ce n'est pas quelque chose qui est physique, mais quelque chose qui est numérique. Donc, le calculateur doit pouvoir être apte à distinguer ces notions-là. Ensuite, il va falloir adapter les méthodes de calcul à la problématique. Est-ce que j'ai une problématique où je peux faire un calcul quasi statique? Est-ce que je dois faire un calcul dynamique parce que je risque d'avoir des réponses dynamiques des structures? Est-ce que je dois faire un calcul vibratoire? Ça, on va en parler. Les points d'extraction des résultats, j'ai déjà dit effectivement ce qu'il fallait retenir. Et puis, bon, les risques associés au modèle complexe, c'est vrai que parfois on veut tout modéliser à la perfection, donc on se retrouve avec des modèles extrêmement complexes qui augmentent la probabilité d'avoir des résultats peu précis. Donc, il faut essayer de simplifier quand c'est possible au maximum, tout en gardant en tête ce compromis entre la simplification du modèle et la qualité du résultat. Alors, un profil de vie, j'ai parlé assez souvent de profil de vie. On va dire quelques mots sur son élaboration et sa composition. Donc, un profil de vie, c'est quoi? Ben, c'est tous les événements que va avoir une structure ou un composant durant sa vie. Tous les usages possibles qui vont pouvoir être faits de ce composant, de cette structure. Grosso modo, toutes les sollicitations ou les chargements qu'il risque de voir, aussi bien les chargements ordinaires en service que des chargements extraordinaires qui peuvent se produire de manière ponctuelle, comme des séismes par exemple ou autres. Donc quand je vais construire un profil de mission, je dois identifier ces différents événements et je dois aussi identifier le nombre de répétitions de ces événements. Donc, grosso modo, on va avoir des événements qui vont s'exprimer soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine fréquentiel. Et je dois savoir sur ma structure ou mon composant quel est le mix de ces différents événements qui correspond à la réalité de l'usage de ce composant ou cette structure. Si je prends l'exemple de l'automobile, souvent, effectivement, un profil de mission va être constitué de différents types de roulage. Je dois faire de la route, de l'autoroute, du chemin, passer sur des nids-de-poules, sur du pavé, faire des franchissements de trottoirs, des virages à gauche, à droite, avec différentes vitesses, avec différentes charges du véhicule. Donc tout ça, ça va constituer un ensemble d'événements que je vais mixer. Combien de kilomètres je fais de pavé, combien de kilomètres je fais d'autoroute, combien de kilomètres je fais de route. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le fabricant, le développeur qui connaît le produit, qui a fait des campagnes de mesure assez conséquentes, qui va pouvoir identifier un profil de mission ou profil de vie en intégrant la variabilité des usages. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir être représentatif. Alors, quand on parle de chargement, donc là, on a défini ce que c'est qu'un profil. Ce profil est constitué de combinaisons de chargements. Alors, les chargements, on les obtient soit par la mesure en service, donc avec l'instrumentation. Là, j'instrumente et puis je fais différents types d'événements pour voir quelles sont les sollicitations qui en découlent. C'est la meilleure source de données. Elle nécessite d'avoir un prototype. Elle nécessite de faire des mesures sur des durées suffisamment longues pour être représentatives et de répéter ces mesures pour avoir aussi une représentativité en termes statistiques. L'autre façon d'avoir les chargements, c'est par simulation. Donc là, il n'est pas nécessaire d'avoir un prototype. Je peux utiliser notamment la simulation multicorps, par exemple, très tôt dans les phases de développement. Il faut savoir que là, il y a des modèles qui peuvent être complexes et pas forcément aboutis. Donc, je dirais, ce n'est pas non plus une précision extrême. Il y a besoin de faire des corrélations avec le texte physique à un moment donné. Mais ça permet déjà d'avoir des premiers niveaux de sollicitation permettant de faire du développement très en amont dans cette phase de développement.
La troisième source possible, c'est tout ce qui va être le rétex, donc l'expérience, où je vais pouvoir estimer des chargements me basant sur des composants similaires éprouvés. Donc là, c'est la capitalisation, hein, effectivement. J'ai une base de données, j'ai archivé des informations qui font que sur des produits similaires, je suis capable d'avoir des estimations des chargements. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir un bon rétex, mais c'est difficile dans ce cas-là de prendre en compte des chargements, des changements importants au niveau du produit, au niveau de ces matériaux. Et puis enfin, la dernière source possible de chargement, c'est tout ce qui va être norme. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité où les chargements sont imposés par des normes. Donc, je dirais que c'est presque la solution de facilité, hein. On valide le produit par rapport à un spectre de sollicitation qui est donné par une norme. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces normes sont très sécuritaires, très conservatives, datent parfois de plusieurs décennies et peuvent s'avérer inadaptées, notamment quand il s'agit de faire de l'optimisation. Parce qu'effectivement, quand on est trop sécuritaire ou trop conservatif, ça veut dire que on surdimensionne et donc on n'optimise pas forcément les composants et structures. Mais il est des secteurs d'activité où ces normes sont incontournables. Donc, il faut en passer par là. Donc voilà un petit peu une vue sur l'obtention des chargements. En ce qui concerne les propriétés matériaux, quand on parle de fatigue, on parle de relation entre une grandeur qui peut être une contrainte ou une déformation la plupart du temps et un nombre de cycles à rupture. Donc c'est des lois qui nécessitent des essais de plusieurs échantillons. Généralement, une courbe SN, courbe de Euler, qui relie la contrainte à un nombre de cycles à rupture, c'est une courbe qu'on obtient avec 20 à 25 échantillons pour avoir à peu près, on va dire, un ordre de grandeur pertinent de la dispersion. Donc, en termes de fatigue, on peut avoir des courbes exprimées soit en contrainte, qui donnent une relation entre la contrainte et le nombre de cycles à rupture, soit des courbes qui donnent une relation entre la déformation et le nombre de cycles à rupture, soit des courbes qui vont donner un taux de fissuration, donc un dA sur dN, en fonction d'un quelque chose qui est lié, un facteur d'intensité de contrainte, qui est lié au niveau de contrainte appliqué et au défaut courant en termes de fissure. Donc là, on va plutôt raisonner en propagation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va toujours avoir de la dispersion inhérente au phénomène de fatigue. C'est-à-dire que si vous testez 5 éprouvettes du même matériau à un même niveau de sollicitation, vous pouvez avoir 5 durées de vie qui peuvent, je dirais, différer entre elles presque une décade dans certains cas. Donc ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas faire un essai par niveau, on ne capterait pas cette dispersion. C'est l'intérêt de pouvoir faire des essais avec des échantillons multiples pour pouvoir justement avoir une courbe moyenne qui généralement traduit une probabilité de rupture à 50% et des courbes probabilisées. Et là, je peux me situer à -2 ou -3 écartiles, voire au-delà, pour travailler avec des probabilités de rupture de 2,3 ou 0,1%, ou encore en dessous en fonction de la fiabilité souhaitée. Alors l'analyse des contraintes, bien sûr, la géométrie, comme j'ai dit, combinée au chargement, conditionne l'état de contrainte en tout point de la structure. Ces contraintes locales qui nous intéressent, elles vont pouvoir être obtenues soit par de la mesure, à partir de jauge par exemple, soit par formulation analytique, soit par simulation élément fini la plupart du temps. Les chargements de fatigue, alors lorsqu'on va faire une analyse de la fatigue, comme je l'ai dit, on a besoin d'historiques de contrainte ou de déformation. Ces historiques ils sont obtenus en tout point de la structure en combinant le résultat du calcul élément fini avec des sollicitations cycliques. Et cette combinaison, elle va pouvoir se faire au travers de différents types de calculs, quasi statiques, transitoires, modales ou de vibrations aléatoires. On va revenir de manière assez brève sur chacun d'entre eux.
L'historique de contrainte, lorsque je suis dans des cas que je peux considérer quasi statiques, je n'ai pas de réponse dynamique de structure, ce modo n'existe pas de mode de structure, je peux appliquer mes chargements comme cas de charge indépendants. Donc, je vais appliquer un cas de charge dans une direction X, je vais trouver les contraintes correspondantes. Ces contraintes, je vais pouvoir les combiner avec un historique qui proviendrait d'une mesure. Typiquement, j'ai mis un capteur triaxe, donc j'ai mesuré les temporels X, Y, Z, et dans mon calcul, j'applique une sollicitation X, une sollicitation Y et une sollicitation Z. Je peux faire ça sur 3 cas de charge différenciés. Et ensuite, par superposition linéaire, combiner les contraintes dues à mes cas de charge qui peuvent être unitaires avec les historiques issus de ma mesure pour avoir l'historique de mon tenseur de contraintes global. Donc ça, c'est le calcul simple qui permet des temps de calcul rapides, qui permet des combinaisons ensuite, je dirais, à volonté des cas de charge en fonction des chargements que je souhaite introduire. Donc, c'est généralement une grande majorité de calculs complets. Ensuite, l'autre moyen d'avoir les historiques de contraintes, c'est d'imposer directement les temporels dans les solveurs de calcul éléments finis. Là, c'est le calcul transitoire, tout simplement. Là, c'est un calcul par lequel on doit passer quand il y a effectivement une réponse dynamique de la structure. Mais c'est un calcul qui devient tout de suite long, lourd en termes d'espace, puisque chaque point du temporel est un point de calcul et un point de résultat. Donc on va limiter ce type de calcul, on va dire, aux cas qui sont soit avec des temporels très courts, type choc, soit sur des structures qui sont pas massives, hein, des petits modèles. Mais généralement, c'est ce type de calcul, on le fait un peu moins souvent que le précédent. Après, pour optimiser le calcul dans le cas dynamique, on peut utiliser les calculs modales. Là, je fais un calcul de mode. J'ai mes contraintes modales, j'ai mes réponses modales. Et au même titre que l'approche quasi-statique, je vais faire une superposition linéaire de mes contraintes modales et des réponses modales correspondantes pour avoir le temporel de contrainte globale de mon composant, de ma structure en tout point. Et enfin, un autre type de calcul qu'on peut faire et qu'on propose traiter en pratique, c'est le calcul en vibration aléatoire. Alors, c'est un calcul un peu particulier qui concerne des problématiques où les sollicitations sont spécifiées en densité spectrale de puissance. Donc, la densité spectrale de puissance, c'est une vue dans le domaine fréquentiel d'un temporel. Hein. On passe de l'un à l'autre par la transformée de Fourier. Et souvent, on retrouve ces problématiques-là dans des cas vibratoires, sur des équipements embarqués, sur des tuyauteries, des capots, des choses comme ça, qui vont subir des spectres d'excitation sur des larges plages de fréquences. Et on va traiter ces problématiques-là en vibration aléatoire. Donc, on va récupérer des DSP de contrainte qu'il est possible de traiter en pratique, comme on traite des historiques de contrainte. Alors, une fois que j'ai déterminé, maintenant si on parle de modélisation du dommage par fatigue, on a parlé des différentes méthodes qui nous permettent d'avoir un historique de contrainte ou de déformation, donc sur des tenseurs complets. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Donc là, il va falloir choisir une grandeur équivalente qui va être fonction du critère de fatigue qu'on utilise et de l'état de contrainte locale. Là, il y a des techniques qui permettent effectivement de faire des choix pertinents. Une fois qu'on a choisi cette grandeur équivalente, je vais pouvoir faire un calcul de dommage par fatigue et je vais, souvent avec les outils de post-traitement de calcul, pouvoir estimer si le choix du critère que j'ai fait est pertinent ou pas en fonction de l'état de contrainte local. Donc, grosso modo, vous avez un tenseur de contrainte. Il va falloir en choisir une grandeur équivalente. Simplifié, ça peut être la contrainte principale max, par exemple. Cette grandeur équivalente, elle va varier dans le temps. Donc, j'ai son temporel
Et ce temporel, je vais l'analyser. Donc, si c'est un temporel d'amplitude variable, je vais devoir faire ce qu'on appelle un comptage, c'est-à-dire extraire les cycles qui sont contenus dans ce temporel d'amplitude variable pour derrière les comparer à une courbe de dommages avec une loi de cumul de dommages. Et donc, je vais pouvoir déterminer une durée de vie avec ce processus-là. Alors, vous voyez dans ce slide, on parle aussi de Von Mises signé et de Tresca signé. En fatigue, le von Mises, tel qu'on l'utilise en calcul classique, avec sa définition normale, n'est pas forcément adapté parce qu'un von Mises, c'est quelque chose, c'est une grandeur qui est toujours positive. Donc, il ne prendra pas en compte correctement des sollicitations qui peuvent être alternées, qui peuvent avoir des composantes négatives. Typiquement, si j'ai une sollicitation qui fait plus 100 mégapascales, moins 100 mégapascales, et qui se répète comme ça de manière cyclique, si je prends le von Mises de cette sollicitation-là, j'aurai du 0, 100, 0, 100, 0, 100. Donc j'ai tronqué mon cycle en prenant cette grandeur équivalente. Donc il faut aussi faire attention au réflexe, ce qui est valable en termes de grandeur équivalente dans un calcul élément fini standard n'est pas toujours valable dans un calcul de fatigue. Alors les calculs possibles, je peux faire des calculs je dirais, basés sur une contrainte limite admissible ou un coefficient de sécurité, ou je peux faire des calculs de durée de vie, qu'elle soit totale à l'amorçage ou en propagation. Alors juste très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce slide, mais quand on parle de calcul de coefficient de sécurité, on se positionne par rapport à un seuil. Ce seuil, il est généralement donné par les caractéristiques mécaniques du matériau qui constitue mon composant analysé. Donc, à partir notamment, par exemple, de la limite d'endurance, on note ici sigma d, et de la résistance max à rupture, Rm, je peux tracer un seuil dans un diagramme qu'on qualifie ici de diagramme de Hecke. Donc, ce seuil va me définir une frontière en dessous de laquelle je suis dans un domaine de sécurité et au-delà de laquelle je suis dans un domaine de danger. Donc, une fois que j'ai défini le seuil, maintenant, je vais définir un point de fonctionnement. Donc, ce point de fonctionnement, il va être déterminé à partir des chargements et à partir d'un certain nombre de facteurs d'influence. Donc, on va en dire deux mots juste après. Donc, finalement, ces facteurs d'influence, c'est tout ce qui va faire le passage entre l'éprouvette et la pièce. Ça va être les concentrations de contraintes, ça va être la rugosité, ça va être l'effet d'échelle, ça va être les contraintes résiduelles dues à un procédé ou un traitement quelconque. Donc finalement, je vais intégrer dans mon point de fonctionnement tous ces facteurs-là qui vont venir pondérer mes contraintes et je vais pouvoir positionner mon point de fonctionnement, prenant en compte les facteurs d'influence par rapport à mon seuil. Et une fois que j'ai fait ce positionnement-là, je vais pouvoir calculer un coefficient de sécurité et m'assurer que je suis bien en dessous de ce seuil avec le niveau de sécurité requis, ou si je démontre que je ne suis pas dans le domaine de la sécurité, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir que je revoie mon concept ou que je change par exemple de matériaux pour avoir quelque chose de plus résistant. Donc voilà très simplement le concept de coefficient de sécurité. Alors bien sûr, ce concept-là, on va le retrouver aussi bien pour des sollicitations simples de type uniaxial que pour des sollicitations complexes de type multiaxial. Pour ce qui est du calcul de durée de vie, on va être sur un schéma un petit peu différent. Hein. C'est effectivement, j'ai un temporel de contrainte ou déformation, donc j'ai un temporel de réponse locale. Je vais l'analyser pour en extraire les cycles. Donc, on fait ce qu'on appelle un comptage Renflow. Il y a différentes techniques qui existent pour le comptage. Le Renflow est la technique la plus utilisée en fatigue. Donc, ça me dit finalement, dans un cycle d'amplitude variable, j'ai tant de cycles d'amplitude constante S1, tant de cycles d'amplitude constante S2, etc. Donc, finalement, ça revient à identifier les cycles d'amplitude constante qui sont contenus dans un signal temporel complexe.
Et une fois que j'ai fait cette identification, ben, je vais pouvoir comparer ça à une courbe d'endommagement qui me dit que pour tel niveau de contrainte, j'ai telle durée de vie. Et si je choisis une loi de définition de dommages et de cumul de dommages, je vais pouvoir calculer une durée de vie à partir de ce procédé-là. Alors, quelques mots sur les différents types d'analyse, sans rentrer dans les détails. Donc, les grandes familles, on retrouve l'analyse en contrainte, l'analyse des scènes, basée sur ce qu'on appelle la courbe de Wöhler. Wöhler a été le premier, dans les années 1850, à proposer cette relation entre la contrainte et le nombre de cycles à rupture. Donc, on lui doit cette approche-là qui est toujours utilisée de manière extensive. Donc là, c'est une approche qui va être dédiée à la fatigue HCF, donc grand nombre de cycles. On l'utilise aussi assez couramment pour traiter des assemblages soudés ou pour des matériaux non métalliques. Première approche, en tout cas, pour ce type de matériaux. Donc là, j'ai un historique de contrainte. Je vais utiliser un calcul qui permet d'avoir contrainte locale, les concentrations de contraintes. Je vais utiliser une courbe SM et derrière prendre en compte tous les facteurs influents pour calculer une durée. L'autre type d'analyse qui est aussi assez répandue, c'est l'analyse epsilon-n ou EN ou l'approche en déformation ou enfin approche de Baskin-Monson-Coffin. Souvent on oublie Baskin, on cite l'approche comme étant l'approche de Monson-Coffin, mais au final elle contient une contribution de Baskin, une contribution de Monson-Coffin. Donc là, on va relier une amplitude de déformation à un nombre de cycles à l'amorçage de fissures. C'est une approche qui est valide sur tout le domaine d'endurance, LCF et HCF. Et l'intérêt de cette approche-là, c'est qu'elle va prendre en compte les évolutions que peut subir le matériau au cours du chargement cyclique. Donc les matériaux vont avoir un comportement parfois de durcissement, d'adoucissement. Cette méthode prend en compte aussi les phénomènes de plasticité. Donc, elle est souvent liée à des calculs élastoplastique ou à des corrections élastoplastiques. Donc, elle permet, par rapport à l'approche SM, de mieux prendre en compte ce qui se passe en fatigue au niveau cyclique. Les critères multi-axiaux, alors là, il y a des dizaines de critères qui ont été proposés lors des dernières décennies. Les critères les plus performants sont ceux qui prennent en compte les paramètres moteurs dans la fissuration, à savoir amorçage de fissures dans des plans où le cisaillement est maximum et propagation de ces fissures perpendiculairement à la contrainte principale masse. Donc on va souvent retrouver des grandeurs équivalentes sous forme de contraintes ou déformations qui combinent ces deux mécanismes. Alors, plusieurs catégories dans les critères, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a déjà tout ce qui concerne les extensions des modèles statiques. Commencer à regarder ce qu'on peut faire avec une contrainte principale, ce qu'on peut faire avec un Von Mises signé ou un Tresca signé. Ensuite, il y a les critères empiriques, donc il y a des critères qu'ont développé certains auteurs sur la base d'observations expérimentales, donc ils sont valides pour un matériau donné dans des cas de sollicitation donnée. Je peux citer Gu et Pollard, hein, qui sont bien connus dans la littérature. Il y a les modèles globaux qui, eux, sont basés sur des invariants du tenseur des contraintes. Donc là, un invariant, c'est quelque chose qui ne varie pas en fonction du système de coordonnées qu'on regarde. Lorsque j'ai un tenseur de contrainte, la somme des termes diagonaux, qu'on appelle la trace du tenseur, c'est le I1, c'est le premier invariant. Donc ces critères-là, on peut citer Crossland, on peut citer Sines, sont des critères assez intéressants. Et puis il y a, je dirais, leur pendant, qui sont les approches plans critiques. Là, effectivement, on considère que sur des cas multi-axiaux complexes, je dirais, il peut y avoir plusieurs plans qui, à un instant donné de la sollicitation, vont voir un cisaillement max, et donc peuvent être critiques. Donc, ces approches plans critiques vont faire des calculs sur une multitude de plans pour essayer de calculer à chaque fois en fonction d'un paramètre d'endommagement donné un dommage sur ce plan et puis balayer
un ensemble de plans matériels jusqu'à identifier celui qui est critique, celui qui est au lieu dommage maximum par rapport à toutes ces analyses. Donc là, on commence tout de suite à aller vers des méthodes qui nécessitent beaucoup plus de calculs avec parfois plus de données en termes de voies de comportement également à renseigner. La mécanique linéaire de la rupture, donc là, je l'ai déjà dit, permet de calculer une durée de vie résiduelle. Donc là, on a déjà une amorce de fissure et on regarde, on a déjà un défaut et on regarde de combien de temps on va pouvoir propager sur ce défaut avant d'avoir une rupture. C'est des méthodes qui sont souvent appliquées en aéronautique, en nucléaire, en offshore, qui doivent s'appuyer en tout cas sur des inspections régulières. On peut effectivement avoir une fissure et puis tolérer que cette fissure propage. Et on sait qu'on va être dans le domaine de la sécurité parce qu'on va pouvoir faire des inspections régulières qui nous disent où en est cette fissure jusqu'au moment où effectivement elle devient critique. Et là, ben, il faut remplacer l'équipement ou le réparer. Les facteurs d'influence, j'ai déjà cité quelques-uns d'entre eux. On a des facteurs métallurgiques, mécaniques, environnementaux. Donc, en termes de facteurs métallurgiques, la structure, les défauts internes, les inclusions, les tailles de grains, les précipités. En termes de facteurs mécaniques, il y a effectivement la géométrie, donc la concentration de contraintes, ça c'est le facteur d'ordre 1. L'état de surface, la rugosité, les traitements que peut avoir une surface, la dimension au travers notamment du gradient de contrainte. Pour ce qui est toujours des facteurs liés à la mécanique, les chargements, alors le type de sollicitation, on voit qu'effectivement les comportements ne sont pas les mêmes en traction, en flexion, en torsion. La fréquence de la sollicitation, les contraintes résiduelles. Alors les contraintes résiduelles, c'est les contraintes qui existent dans une structure à l'état initial, donc les contraintes qui sont souvent dues à des procédés de fabrication ou qui peuvent être dues à des traitements de parachèvement, grenaillage, gâtage, trempe, etc. Donc ces contraintes-là, elles sont dans le composant avant même qu'il soit sollicité en fatigue. Donc il va falloir effectivement les intégrer dans le calcul d'une manière ou d'une autre. Et pour ce qui est des facteurs environnementaux, il y a la température, il y a la corrosion. Donc aujourd'hui, tous ces facteurs-là, on peut les prendre en compte de manière plus ou moins précise, souvent au travers de facteurs d'abattement qui sont issus de campagnes expérimentales, parfois assez lourdes, mais on arrive à les intégrer dans les calculs. Alors, quelques exemples, je dirais, de mise en œuvre de ce que j'ai présenté là. Là, on a un cas très simple. Hein. J'ai un arbre sollicité en flexion avec une amplitude constante. Donc, je fais mon modèle élément fini en spécifiant les conditions limites, mon chargement. Là, j'ai un acier avec un IRM à 1200 MPa qui a une limite élastique à 850 MPa. Je calcule l'état de contrainte, je détermine l'état de contrainte pour une charge unitaire, ici un kN. Et cet état de contrainte, je vais le combiner avec ma sollicitation d'amplitude constante, ici, qui varie de moins 20 à plus 20. Donc je me retrouve avec un cycle sinusoïdal, dans ce cas, dans cet exemple-là, qui varie entre plus ou moins 760 MPa. Et cette valeur-là, je vais la reporter sur une courbe de Wöhler pour déterminer la durée de vie correspondante. Donc là, on est dans un cas très simple. Chargement d'amplitude constante, monochargement, je n'ai pas besoin de faire de comptage ou autre. Une fois que j'ai calculé mon cycle de contrainte, je peux me reporter directement à la courbe de Wöhler pour déterminer le nombre de cycles correspondants. Alors, on a parlé tout à l'heure de facteurs d'influence. Dans ce type de calcul, lorsque je fais ce calcul-là avec, on va dire, une éprouvette qui serait bien polie, par rapport au chargement que j'ai appliqué là, j'ai un exemple ici à 85 000 cycles. Maintenant, si je fais le même calcul
et j'introduis une contrainte moyenne de traction. Donc là, j'étais dans le premier calcul en purement alterné. Donc je fais du plus ou moins une valeur constante identique. Là, si j'introduis une contrainte moyenne de traction, là, je fais chuter pratiquement d'un facteur 2 ma durée de vie. Donc effectivement, la contrainte moyenne de traction va avoir un effet néfaste sur la tenue en pratique parce qu'elle va contribuer à ouvrir la fissure. Et une contrainte moyenne de compression va avoir un effet bénéfique tant qu'on ne plastifie pas en compression, bien sûr. Donc voilà, on peut voir très rapidement l'effet. Et puis, si je passe d'une rugosité de 2 microns à une rugosité de 25 microns, je vois là aussi que je divise pratiquement d'un facteur 2 la durée de vie. Donc la rugosité va être aussi un paramètre important à intégrer dans le calcul. Bon, la rugosité, c'est ce qui caractérise un état de surface d'une pièce et elle fait partie d'ailleurs des process de validation des cotes au niveau industriel pour la conformité des pièces usinées. Donc c'est voilà, quand on parle de rugosité, c'est vraiment les irrégularités de la surface qui vont être caractérisées par des pics et des creux. Et on imagine bien que ces pics et ces creux vont constituer des zones de concentration du contrainte. L'exemple un peu plus compliqué, c'est où j'ai une charge d'amplitude variable. Donc je suis toujours sur du mono-chargement, mais cette fois-ci avec un historique un peu plus compliqué. Donc la démarche est la même. Je fais mon calcul pour une charge unitaire. Je multiplie le résultat de ce calcul pour une charge unitaire avec l'historique correspondant à ma sollicitation vraie de service. Et là, comme j'ai un historique d'amplitude variable, je vais devoir faire un comptage et un cumul de dommages avant de déterminer la durée. Un troisième exemple avec cette fois-ci, je dirais, la prise en compte de chargements multiples. Donc sur cet arbre-là, je fais de la flexion-torsion combinée. Donc d'un point de vue calcul élément fini, je peux calculer mon cas de charge de flexion, toujours unitaire, mon cas de charge de torsion unitaire, et je combine chacun de ces cas avec l'historique qui lui correspond. Je vais multiplier les contraintes dues à ma flexion avec l'historique correspondant, les contraintes dues à ma torsion avec l'historique correspondant, et la somme des deux va me donner l'état de contrainte résultant de ces sollicitations combinées. Donc voilà, l'apport de la simulation dans le processus de durabilité, on voit qu'il peut être à différents niveaux. Il peut être déjà dans le calcul de durée de vie résiduelle. Donc, je veux calculer quelle est la durée de vie d'un composant. Donc, je vais utiliser les techniques de fatigue qui sont à notre disposition et les outils de simulation pour faire ce calcul-là. On peut aussi utiliser la simulation pour faire ce qu'on appelle du smart testing, c'est-à-dire optimiser les essais. Donc là, modéliser les moyens d'essai, concevoir un essai qui va répondre à un cahier des charges spécifique, être sûr finalement qu'on fait l'essai le plus pertinent. Et puis, on peut utiliser aussi la simulation dans tout ce qui va être développement, c'est-à-dire concevoir, partant d'une feuille blanche, une pièce qui doit répondre à un cahier des charges fonctionnel et des résistances mécaniques données, ou faire des sauts technologiques dans certains domaines où la simulation, je dirais, commence à être utilisée de manière intensive ces dernières années, comme par exemple le biomédical. Alors, des exemples cette fois-ci qui vous montrent la pertinence des analyses. Je vous ai parlé de calcul SN, de calcul epsilon n, de grand nombre de cycles, de fatigue oligocyclique. Donc là, on a un exemple sur un arbre qui est sollicité en flexion. Donc là, c'est un résultat d'essai. Hein. J'applique 1470 Nm et je trouve une durée de vie expérimentale d'à peu près 660 000 cycles. Donc là, on est dans de l'endurance limitée. On n'est pas sur des grands nombres de cycles, on n'est pas sur des faibles nombres de cycles, on est au milieu, c'est effectivement ce qu'on peut appeler l'endurance limitée. Quand je fais un calcul SN, je trouve à peu près 250 000 cycles. Donc à comparer aux 660 000. Et quand je fais un calcul epsilon n, donc basé en déformation, je trouve à peu près 330 000 cycles.
Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon, 250 000, 330 000 en fatigue, c'est très proche, c'est similaire. Maintenant, quand je compare ces résultats-là aux résultats expérimentaux, certes, je suis conservatif, je suis pessimiste par rapport à la réalité, mais les ordres de grandeur sont là. Quand je compare 300 000 à 600 000, là aussi, je sais que je suis dans le bon ordre de grandeur. Alors, je sais pertinemment dans ce cas de figure-là d'où vient effectivement cette sécurité. Le calcul a été fait en prenant en compte le KT, donc le coefficient de concentration de contrainte, et on sait que dans le calcul de fatigue va intervenir un KF, un facteur effectif de concentration de contrainte, qui va être plus faible que le KT. Et donc là, concrètement, si je réduisais ce niveau de contrainte de 10-15%, je retrouverai des durées de vie calculées plus en accord avec la durée de vie expérimentale, certainement. Ce qui est le plus intéressant à montrer dans cet exemple-là, c'est quand je passe dans le domaine des très faibles nombres de cycles. Donc là, pour une sollicitation qui induit une durée de vie de 8500 cycles, donc là, on est dans l'oligocyclique. Généralement, quand on commence à être en dessous des 50 000 cycles, on a de fortes chances d'être dans l'oligocyclique. Donc là, si je fais un calcul basé en contrainte, mon calcul me dit rupture statique, parce qu'il y a certains éléments où j'ai dépassé le RM, et si je fais un calcul basé en déformation, je suis à 6210 cycles. Donc là, la méthode en déformation pour la fatigue oligocyclique est plus adaptée que la méthode en contrainte, et on le démontre assez facilement à travers de ce type d'exemple. Maintenant, je voulais vous montrer un exemple où on utilise la simulation pour mettre au point un essai spécifique. Donc là, la demande du client, c'était je souhaite réaliser un banc d'essai pour reproduire un défaut, donc une rupture qui se produit sur des rails soudés à un endroit spécifique avec, on va dire, une forme spécifique. Alors, pour pouvoir faire ça, plutôt que d'essayer de faire le banc et puis de faire un certain nombre d'itérations sans être sûr d'arriver sur quelque chose qui soit pertinent, nous avons proposé un plan d'expérience numérique. Donc, il fallait aussi que ce banc soit le plus simple possible, donc ça devait être du monoaxial. Donc là, on a essayé de trouver par un plan d'expérience numérique quel était le point d'application de l'effort et l'orientation de cet effort qui permettait d'avoir la zone critique voulue et la fissuration voulue. Et on a fait tout ça sur la base d'un calcul de fatigue multi-axiale avec un critère de Danvan qui est bien connu en France, en prenant en compte les contraintes de service, les contraintes résiduelles dues à la soudure, etc. Et on est allé jusqu'à proposer une spécification d'un banc d'essai, c'était le livrable pour le client. Un autre exemple que je peux vous montrer, c'est tout ce qui concerne la simplification des essais. Alors, on peut utiliser la simulation et tout ce qu'on a vu là sur les problématiques fatigue, tous les critères qu'on connaît, les méthodes qu'on connaît, pour essayer de simplifier des essais. Alors, simplifier des essais, ça peut être par exemple aller d'un essai d'amplitude variable à un essai d'amplitude constante. Ça peut aussi être aller d'un essai multi-axe, j'ai besoin de plusieurs vérins, à un essai mono-axe, où là, je peux utiliser des machines plus simples. Donc, on peut faire cette équivalence-là dans certaines conditions. Notamment, là, effectivement, il faut qu'on soit sur des chargements qui sont proportionnels. Mais aujourd'hui, la combinaison des connaissances fatigue et des outils de simulation permet d'arriver à ce type de simplification. Et enfin, un dernier exemple, c'est l'accélération des essais dans le domaine temporel. Imaginez cette structure de châssis. Elle est soumise à des excitations en plusieurs points. Je connais la réponse, ou je peux déterminer par mesure ou par calcul, c'est là aussi la simulation élément fini représente un outil intéressant parce qu'elle va nous permettre de déterminer les zones critiques et les réponses dans ces zones critiques. Donc, je peux déterminer la réponse liée à ma sollicitation dans les zones critiques. Et ensuite, je peux analyser cette réponse pour identifier
les zones dans lesquelles se produit le dommage, donc les fenêtres dans lesquelles il y a du dommage, et les fenêtres temporelles dans lesquelles il n'y a pas de dommage. Et à partir de là, je peux enlever du signal de réponse et de manière synchrone de mes signaux d'excitation toutes les zones dans lesquelles j'ai démontré par calcul qu'il n'y avait pas de dommage. Donc c'est une technique qui permet d'accélérer les essais dans le domaine temporel. Donc on ne parle pas de sévérisation, je ne change pas l'amplitude de mon signal, je ne fais qu'enlever des fenêtres dans lesquelles il n'y a pas de dommage. Donc ça, c'est aussi une technique qui s'appuie sur la simulation et sur l'application des méthodologies de pratique que nous avons. Alors en conclusion, effectivement, le post-traitement fatigue de quelques éléments finis, comme on l'a vu, oblige à se poser un certain nombre de questions lorsqu'on construit le modèle. Le maître mot, c'est l'anticipation. Il y a quelques règles de bonne pratique qu'on a abordées. Et puis, bon, la simulation, elle va nous permettre un certain nombre de choses. D'abord, discriminer des solutions et optimiser un design. Elle va aussi nous permettre de déterminer la durée de vie d'un composant ou d'une structure, de construire une matrice de correspondance entre différents essais, de mettre en place l'essai de validation le plus pertinent, le plus optimisé, et finalement d'optimiser l'ensemble du cycle de vie produit. Donc ça, c'est vraiment un apport très, très intéressant. Alors, on a vu qu'il y avait différents modèles qui sont disponibles. On a survolé, bien sûr, vu le temps, mais on a vu qu'effectivement, en fonction des problématiques, on pouvait utiliser différents modèles selon le positionnement finalement du produit dans son cycle de vie et les conditions de service. Et puis enfin, je terminerai en disant que la maîtrise des entrées amont au calcul, on a vu qu'il y en a beaucoup, les chargements, les lois de comportement, les effets de process, l'environnement. Cette maîtrise est une condition qui est incontournable si on veut garantir la pertinence de la simulation. Alors, quelques mots pour aller plus loin. Donc, effectivement, ces informations, enfin, toutes ces informations présentées dans cette planche, vous allez les retrouver sur le site internet du CETIM, hein, donc www.cetim.fr. Vous avez des formations de CETIM Academy qui sont dédiées notamment à la problématique de fatigue. Il y en a plus que, là on a donné quelques exemples, mais il y en a une trentaine dans lesquelles on retrouve cette problématique de fatigue. Ces formations peuvent se faire sur votre site ou peuvent se faire au CETIM. Et elles peuvent également se faire en classe virtuelle sur demande, donc à distance. Il y a de très nombreux événements qui sont proposés en présentiel ou à distance. Donc, vous retrouverez aussi en consultant la partie actualité et agenda de notre site, notamment le CETIM organise une conférence internationale sur la fatigue tous les 2 ans. Donc, la prochaine Fatigue Design aura lieu en 2021, 17 et 18 novembre. Vous avez un accès à la mécathèque. Donc, la mécathèque, vous allez retrouver des notes de veille, vous allez retrouver des résultats d'action collective. Donc là, certains documents vont être réservés aux cotisants CETIM. C'est une source riche d'informations. Et puis, vous allez avoir toutes nos solutions d'accompagnement qui vont vous être présentées, notamment l'onglet prestations de notre site. Une chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver des témoignages, des informations techniques, des vidéos pédagogiques. Et enfin, vous allez pouvoir suivre notre actualité sur LinkedIn, ainsi que télécharger des articles en lien avec la thématique que nous avons abordée aujourd'hui au niveau technique de l'ingénieur. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour quelques questions. Merci beaucoup, Monsieur Benabbas, pour cette excellente présentation. Avant de passer aux questions-réponses, j'invite tous les participants à répondre à ces questions de satisfaction.
Merci à tous et je vous invite à répondre à cette dernière question. Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, les questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Benabache. Quels sont les logiciels qui permettent de faire du post-traitement de fatigue? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de logiciels qui vont permettre de faire du post-traitement fatigue. Alors, il y a quelques années, les gens développaient des petites routines qui leur permettaient de faire ces post-traitements. Aujourd'hui, il y a des logiciels du commerce. Nous, au CETI, nous utilisons par exemple deux logiciels du commerce. Le premier, c'est Encode de la société HBM, donc qui permet de faire l'ensemble des post-traitements que je vous ai présentés. Il y a aussi un autre logiciel dont nous disposons qui s'appelle EFISAFE, qui lui est distribué par Dassault Systèmes, l'environnement Similia. Généralement, c'est des logiciels qui parfois sont pour un environnement privilégié, mais peuvent s'interfacer à différents solvers. Le cas de Encode que j'ai cité, c'est un solveur fatigue qui peut s'interfacer à l'ensemble des solvers éléments finis du commerce, Plus, Nastran, Ansys, etc. LMS Virtual Lab de Siemens, pour être complet, FEMFAT de Magna Steyr. Donc, grosso modo, il y a peut-être, on va dire, 4-5 solvers du commerce qui sont disponibles pour faire le post-traitement fatigue et qui s'interfacent à des environnements divers et variés. Donc, en fonction de vos outils, vous devriez pouvoir trouver le logiciel qui vous convient. Très bien, merci monsieur pour la réponse. Question suivante. Quels sont les temps de calcul relatifs à l'analyse de fatigue par rapport à l'analyse d'éléments finis classiques? Alors, effectivement, en termes de temps calcul, les solveurs de fatigue ne sont pas aussi gourmands en temps calcul que le calcul d'éléments finis. Hein. C'est, je dirais, le calcul d'éléments finis qui prend la plupart du temps le plus de temps. Quand on est sur des calculs fatigue avec des méthodologies simples, type SN ou epsilon n, comme je les ai présentés, c'est souvent de l'ordre de quelques minutes. Hein. Ça va très vite. Ça peut être un petit peu plus long, on peut passer, on va dire, à l'échelle de l'heure ou de quelques heures si on passe sur des modèles de type calcul multi-axiaux sur vraiment des grosses structures. Mais en général, le post-traitement fatigue, il est beaucoup plus rapide et beaucoup moins gourmand en temps que le calcul élément fini en lui-même. Bien, merci monsieur pour cette réponse. Question suivante. Dans un calcul EF en fatigue, quels sont les critères de dimensionnement recommandés? RE, RM ou RM sur 3? Alors, donc, lorsqu'on fait un calcul un calcul élément fini pour derrière post-traiter en fatigue. Alors, le RE, c'est une référence qui va vous permettre en statique de voir si vous plastifiez ou pas. C'est pas forcément une bonne référence pour la fatigue, parce que dans le cas de la fatigue, je peux avoir des matériaux qui vont avoir un comportement cyclique de durcissement ou d'adoucissement, et que le matériau va s'adapter ou s'accommoder en fonction de la sollicitation. Donc là, le RE sur lequel on se base devient assez, on va dire, assez fictif. Ensuite, le RM, le RM, c'est une grandeur qui permet de voir est-ce que je ne risque pas d'atteindre la limite à rupture. Donc, on fatigue le RM. Alors, je vois un peu le sens le RM, il est souvent utilisé pour essayer je dirais, d'identifier une espèce de limite d'endurance à partir d'une résistance en traction. Quand je connais le RM, effectivement, aujourd'hui,
je peux dire que sur des aciers classiques, si je me situe à 40% d'URM ou à 50% d'URM, je suis pas loin de ma valeur de limite d'endurance. On peut prendre un RM sur 3 pour certains matériaux. Je vais avoir des alliages type aluminium ou autre. Donc, on peut relier l'URM de manière empirique sur la base de traitement d'un certain nombre de résultats d'essai à une limite d'endurance. Ça peut permettre de donner un ordre de grandeur de limite d'endurance. Mais ce type je dirais, ce type d'information-là ne va pas être suffisant lorsque je vais avoir des chargements complexes, des chargements d'amplitude variable, où j'ai besoin de faire un cumul de dommages. C'est là où je vais devoir me fixer une courbe de comportement. Parce que là, raisonner par rapport à une valeur de limite d'endurance, c'est raisonner par rapport à une contrainte admissible. Et donc, soit je suis en dessous, soit je suis au-dessus. Mais je ne prends pas en compte le fait que je peux avoir des endommagements qui se cumulent lorsque je suis sur des sollicitations d'amplitude variable. Et c'est là où j'ai besoin de la courbe complète. Eh bien, merci monsieur pour cette réponse. Question suivante. Qu'en est-il de l'utilisation des modèles de propagation de crack, méthode X-FEM, dans un calcul de fatigue? Aujourd'hui, effectivement, ces méthodes-là se sont développées depuis quelques années dans la partie fatigue pour essayer d'évaluer la propagation de fissures en termes de durée, en termes de chemin de propagation, etc. Donc, je ne pense pas qu'elles soient encore arrivées à maturité, ces méthodes-là. On est sur un domaine où il y a encore beaucoup à faire et où on utilise encore beaucoup, pour des raisons de simplicité, des approches qui sont presque analytiques. Aujourd'hui, effectivement, on fait des hypothèses sur des types de défauts en termes de géométrie et de taille. On détermine les contraintes dans des endroits critiques avec des modélisations de type élément fini. Et puis derrière, on va utiliser des approches, on va dire, analytiques pour essayer de faire du calcul. Donc, les approches XFEM se développent de plus en plus, mais restent quand même, on va dire, l'apanage de quelques initiés, parce que là, on commence à être sur des modèles qui deviennent assez vite complexes et qui nécessitent une forte expertise. Merci monsieur pour cette réponse. Question suivante. Comment est-il possible de prendre en compte l'état de contrainte résiduelle dans un calcul en fatigue, sachant qu'en fonction de la géométrie de la pièce et du process, cet état de contrainte initiale est assez aléatoire en tout point de la pièce? Effectivement, l'état de contrainte résiduelle peut différer en localisation et peut aussi évoluer dans le temps. On sait que les contraintes résiduelles se relaxent. Cette relaxation, elle dépend de la sollicitation. Donc aujourd'hui, quand on est sur des cas de figure où on peut considérer que la relaxation est faible, lorsqu'on est par exemple sur des très grands nombres de cycles, sur de la fatigue HCF, si on sait estimer, alors on arrive à estimer par des modèles de simulation ou mieux par de la mesure. Aujourd'hui, on a des capacités avec des mesures de type diffraction X ou autre de définir les contraintes résiduelles en différents points d'une structure. Une fois qu'on les définit, on peut les prendre en compte dans le calcul de fatigue comme étant des contraintes, finalement, c'est des contraintes moyennes, des contraintes initiales. J'ai un tenseur de contraintes statiques qui va venir se superposer à mon tenseur de contraintes cycliques. Et avec ça, je peux faire derrière un calcul de fatigue classique en prenant une correction de contraintes moyennes. Alors, la relaxation n'est pas évidente à prendre en compte quand j'ai effectivement une relaxation qui se produit. Je dois être capable, soit à un moment donné, de faire des mesures ou de l'évaluer par simulation. Et donc,
ça devient un peu plus difficile quand effectivement j'ai des problématiques de relaxation qui n'est pas négligeable. Après, quand je suis dans des domaines comme l'oligocyclique, où la relaxation peut être complète, là, je ne me pose plus la question parce que les contraintes résiduelles auront disparu assez rapidement et ne pas les prendre en compte ne constitue pas une grosse erreur. Merci, monsieur, pour cette réponse. Nous avons deux questions. J'ai deux questions concernant les courbes SN. Existe-t-il des courbes de Wöhler différentes pour un même matériau en fonction de la sollicitation effectuée, traction, compression, traction, torsion? Et la seconde question, existe-t-il des courbes de Wöhler différentes pour des ratios de contraintes différents? R égale -1, R égale 0, R égale 0,1. Si oui, comment pouvons-nous nous procurer celle-ci? Alors, effectivement, les courbes de Wöhler vont dépendre de la sollicitation et du rapport de charge. Donc, vous avez une courbe de Wöhler en traction-compression, vous avez une courbe de Wöhler en flexion, vous avez une courbe de Wöhler en torsion. Donc, à chaque sollicitation correspond une courbe de Wöhler. Et pour une même sollicitation, à chaque rapport de charge, alors ce qu'on appelle le rapport de charge, c'est le ratio entre la contrainte mini et la contrainte maxi. Donc, quand je fais du purement alterné par rapport à 0, c'est un rapport de charge de -1. Quand je fais un 0 max, c'est un rapport de charge de 0. Donc, grosso modo, effectivement, vous allez avoir pour une même, sollicitation et différents rapports de charge, vous allez avoir différentes courbes de Wöhler. Alors, on les détermine expérimentalement. Donc là, aujourd'hui, il y a l'essai qui permet de les déterminer. Alors, généralement, effectivement, on détermine des courbes pour un rapport de charge donné. Et si on peut, je dirais, se contenter d'une approximation, on peut utiliser des corrections de contraintes moyennes pour avoir les valeurs à d'autres rapports de charge. Mais l'idéal, c'est l'essai, c'est la caractérisation qui va vous permettre d'avoir ces lois de comportement, quelle que soit la sollicitation et quel que soit le rapport de charge. Très bien, merci monsieur. Question suivante. Peut-on utiliser une courbe SN dans un cas LCF ou oligocyclique? Alors, utiliser une courbe SN dans un cas oligocyclique, ce n'est pas conseillé parce qu'effectivement, la courbe SN, généralement, elle est faite pour traiter des problématiques d'endurance limitée ou illimitée, donc du LCF. Généralement, les courbes SN démarrent aux alentours de 100 000 cycles et puis vont jusqu'à plusieurs millions de cycles. Donc, lorsqu'on va être, et on sait que dans cette approche-là, en contrainte, on n'intègre pas forcément correctement la plasticité. Donc, si on doit avoir des problématiques oligocycliques, il vaut mieux passer par une courbe epsilon n. Donc là, déterminer une courbe en déformation expérimentalement, bah, c'est tout aussi facile et on va dire accessible que déterminer une courbe en contrainte. Donc, si on sait pertinemment qu'on a des courbes, on a des problématiques oligocycliques, on détermine une courbe en déformation. Et je dirais même plus, l'intérêt de la courbe en déformation, comme je l'ai montré dans l'un des slides, c'est qu'elle est valide en LCF et HCF. C'est-à-dire que si on a à traiter des problématiques sur tout le domaine d'endurance, aussi bien les très faibles nombres de cycles que les grands nombres de cycles, le mieux, c'est de déterminer une courbe en déformation. Merci monsieur pour cette réponse. Je vais prendre une dernière question. Comment sont pris en compte les non-linéarités dans les calculs d'éléments finis? Les non-linéarités, après, vous avez effectivement tout ce qui va être non-linéarité dans votre modèle, les contacts, etc. Donc ça, je dirais, vous avez la modélisation qui vous permet de prendre en compte ces non-linéarités qui vont influer forcément sur les contraintes. Et puis après, il y a les non-linéarités lois de comportement. Alors, quand on fait le calcul élément fini, si je regarde les non-linéarités en termes de, par exemple, de lois de comportement matériaux,
vous avez deux chemins possibles. C'est soit vous faites un calcul qui intègre ces non-linéarités, donc vous faites un calcul élastoplastique avec le bon modèle de comportement, et derrière, bah, vous récupérez directement les informations en contrainte déformation que vous pouvez post-traiter en fatigue. Soit vous faites un calcul qui reste linéaire d'un point de vue comportement matériaux, donc un calcul élastique, et derrière, bien sûr, vous allez là dépasser la plupart du temps largement votre limite élastique. Derrière, vous demandez au solveur de fatigue de faire une correction élastoplastique, type Neubert par exemple, ou Glinka ou autre, qui va vous permettre de ramener ces contraintes calculées de manière linéaire élastique à des contraintes élastoplastiques avec une loi de comportement matériaux définie dans le solveur de fatigue. Merci, Monsieur Benebache, pour toutes ces réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinaire. Dimensionnement en fatigue de composants et structures, post-traitement de résultats éléments finis. Merci beaucoup à notre intervenant, Monsieur Benebache. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous Merci à pourrez vous. retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à vous. Au revoir.